Recording is on. Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la méthode Silva. Toujours avec Lee Pasco, on continue notre investigation, notre travail, notre recherche, nos réflexions dessus. N'hésitez pas à poser vos questions. Là, j'ai vu juste avant le podcast de ce jour, quelqu'un qui disait sur les profondeurs dont on a parlé et la différence que propose José à ce niveau-là, de ne pas dire on va plus loin, plus profond vers le bas, mais plutôt sur une notion de globalisante, d'ouverture, ou ce que je vous disais, peut-être aller voir plus loin dedans. Et ça, c'est intéressant. Et la personne a rebondi en disant effectivement, sur la profondeur, certaines personnes peuvent être claustro ou avoir peur des profondeurs. Et on en avait d'ailleurs parlé pendant le séminaire, à dire que moi, je l'avais eu en hypnose, des personnes que j'entraînais ou j'amenais vers les états SDL ou les ultra depths, et voir que des personnes n'y descendaient pas par peur des profondeurs. Ça peut être lié à plein de choses. Donc effectivement, ça c'est un des points intéressants, et merci pour ce retour, parce qu'effectivement, on en avait parlé avec Lee, on en a parlé avec les autres apprenants. Aujourd'hui, on va continuer toujours sur cette formation. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé de cette formation? Parce qu'il y a quelque chose là où on va introduire. On avait deux autres apprenants qui étaient un d'origine bangladaise et l'autre d'origine chinoise. Alors, Ashtar vit au UK. Par contre, Daniel, qui n'est pas son prénom chinois, mais c'est le prénom qu'on utilisait, lui vit en Chine. Comment tu as trouvé? Alors, on était un tout petit groupe, parce qu'à la base, on devait être 2 ou 3 de plus, tu m'avais dit. Comment tu as trouvé, toi, cette petite formation, toi qui as peut-être fait plus grand, avec plus de futurs instructeurs? Comment tu l'as trouvé de ton côté? J'ai adoré parce que je préfère un petit groupe, mais avec des gens très, très divers, qu'un grand groupe où tout le monde qui a été formé par le même instructeur, ils ont fait 5 fois avec le même instructeur et ils ont certaines, comment dire, préconditions ou préjugements, etc. Mais là, effectivement, 3 personnes qui avaient d'abord fait les cours dans des endroits très, très différents, mais aussi qui avaient des cultures très, très différentes aussi. Donc, j'ai trouvé que ça donnait une richesse extraordinaire. Moi, je me suis vraiment... J'ai écrit justement à une amie instructrice qui disait comment ça va. Je dis, je m'amuse comme une folle parce qu'il y a quand même des questions que j'avais jamais entendues auparavant et il y avait certaines choses que moi j'ai considérées connues, mais non, il y avait des questions. Donc, on a dû vraiment, comme tu disais, explorer, rechercher, en tirer des choses. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire justement le cours pour les instructeurs. Et si seulement, bon, il y avait une des instructrices, alors je crois que c'était des autres raisons, pardon, les candidats instructrices qui a démissionné peut-être 3-4 semaines après en disant « Ah, mais si tout ce qu'on va faire, c'est regarder tout le séminaire je ne vais pas à quoi ça sert parce que je le connais déjà. » Alors, je dis « Ah, ma chère, si tu crois que tu connais tout sur la méthode Silva simplement en ayant assisté à un cours public, vraiment, c'est très limité quand même parce qu'il y a tellement de profondeur là-dedans, si tu veux. Dans le sens justement plus riche, plus ouvert, etc. D'ailleurs, regarde, là, je crois qu'on est à la 60e ou 61e vidéo, entre celle où j'expliquais plus les podcasts. On doit être au 14e ou 15e podcast. Et on a toujours plein de choses à dire, plein d'éléments à ramener. Oui, oui. Donc, la preuve en est que c'est quand même vaste. Et puis, si on se pose des questions, il y a vraiment des choses sympas. Et je pense que c'est quelque chose qui est chouette à étudier. Vraiment, là, ce qu'on a fait, moi, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai trouvé ça chouette parce que justement, on avait des cultures différentes. Et ce que je vous disais sur la précédente vidéo, c'est intéressant de se dire qu'on a deux personnes de culture orientale qui veulent apprendre une méditation active occidentale. Ça, c'est quand même... J'ai trouvé ça assez fun parce que on a
on a un gros orientalisme, c'est-à-dire on aime beaucoup Oui, l'Orient, on aime bien dire oui, j'étudie des mantras, le yoga, j'étudie des sutras intéressants, je suis zen, je suis chan, je suis taoïste, je suis ceci, cela. Et ce qui est amusant là, c'est de se dire on a deux personnes qui ont été bercées dans une culture, une indienne et l'autre chinoise, et en plus intéressés dedans, hein. Ils ont fait chacun de la méditation oui, avec des professeurs différents. oui, Et ils te disent, ouais, mais on s'est orienté vers une méthode occidentale. Ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez amusant parce que peut-être que pour nous qui avons cette espèce d'orientalisme à se dire, ah, c'est chouette, l'Inde, les gourous indiens, les sifus chinois et tout, bah, te dire, tiens, bah, eux qui ont cette culture-là et qui l'ont expérimenté, ils ont oui, trouvé que c'était plus accessible oui, d'aller vers la méthode Silva plutôt que de travailler avec beaucoup de croyances, beaucoup de choses intéressantes, hein, spirituelles. Bah, mhm, mhm. bien qu'on ne puisse pas dire que la méthode Silva n'est pas spirituelle, mais pas dans le, pas dans le modèle spiritualité religieuse. C'est le monde de l'esprit, mais c'est pas le monde religieux autour de ça. Ça tu as eu comme moi, tu as eu cette même impression. J'ai trouvé ça très drôle de me dire, tiens, là, on a deux orientaux, deux personnes qui en plus ont testé, sont allés dans des monastères, sont allés voir des gourous, etc. Et au bout du compte, ils choisissent ce qu'a fait un Mexicain américain aux États-Unis dans les années 60. Moi, je trouve ça assez génial. T'as eu quoi, toi, comme impression par rapport à ça? Justement, j'étais ravie et je l'ai même cité dans mon dernier séminaire, dans la conférence d'introduction, que, justement, que la méthode Silva, c'est quelque chose qui donne accès même à des gens qui sont dans l'Occident, qui ont une culture ou anglo-saxonne ou européenne, etc., et qui doivent quand même continuer leur vie de tous les jours. Hein. Mm, mm. Ils ne peuvent pas passer des longues années dans les retraites spirituelles, qui ne peuvent pas justement dédier une grande partie de leur vie et négliger la famille ou le travail et tout ça. Donc, et je crois que ça, c'était justement que Akhtar, notre ami qui avait fait toute la méditation indienne, lui, il trouvait formidable parce que lui, il disait effectivement, il avait même l'impression d'être la même profondeur et la même, comment dire, mais il a dit, mais c'était tellement plus simple et plus rapide et Mm. justement, tout le monde pourrait l'apprendre. C'était ça que Ça. j'ai trouvé Ouais, formidable. ouais. Ça m'a vraiment confirmé quelque chose par rapport à la méthode de quelqu'un qui avait vraiment passé très, très longtemps Mm. en étudiant la méditation aux Indes. Oui, c'était chouette, vraiment chouette. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est un truc qui est sympa parce que euh, depuis les années, bah d'ailleurs, depuis les années 60, 70, avec tout le mouvement New Age qu'il y a eu Ouais, et l'envie d'aller dans des ashrams en Inde, aller se connecter à la vraie source et tout, on a un peu l'impression que l'Occident n'a pas de culture spirituelle. Et là, je fais une différenciation vraiment. Je ne parle pas de religion, hein, je parle spirituel. Or, et donc, c'est un petit peu comme si tout ce qui venait de l'Occident, alors je généralise beaucoup, hein, mais mmh. comme si c'était pas assez bien. Il fallait que ce soit un gourou indien qui le dise, et là c'est super, ou que ce soit un sifu chinois ou un gars des Philippines pour que on se dise ah ouais, ça fait du sérieux. Alors qu'en fait, bah quoi, moi je trouve génial. Hein, on a un gars, il n'a pas d'études, il est juste passionné. Il fait ses expériences par lui-même. Il développe un système par tout l'intérêt qu'il a eu. Il le met en pratique. Et bah, ça donne quelque chose de qualitatif dont Mmh. les Occidentaux peuvent être fiers et qui retrouve, qui rejoint certaines notions qu'on peut avoir avec, bah, comme tu as dit, les cultures euh, indienne, là en l'occurrence avec Akhtar. Mais Daniel nous a fait la même chose, à dire, lui, il est allé voir un petit peu en Chine ce qu'il y avait. En tout Oui, cas, il est allé dans des monastères et tout. Et il a trouvé ça tellement plus simple. Et là, je pense qu'il y a un truc aussi à garder. C'est pas parce que les choses sont simples qu'elles ne sont pas complexes, petit 1. Et c'est pas la difficulté qui fait la qualité. oui. Et c'est un petit peu quelque chose que beaucoup gardent en tête, genre si pour atteindre un niveau, pour atteindre quelque chose, il faut que ce soit difficile. Non, ça peut être complexe. La complexité, c'est-à-dire la multitude de paramètres possibles dans la Mmh. simplicité. Mais Mmh. euh, ça n'a pas forcément besoin d'être difficile. Or,
on a un peu cette impression de se dire ah mais si c'est trop facile, quoi en 4 jours je peux faire ça ou je peux apprendre à méditer et être bien avec ça et m'améliorer, et me sentir mieux dans mon quotidien. Ah, il doit y avoir du mensonge, il doit y avoir plein de choses. Non, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup. Après, plus tu le travailles, plus tu as des résultats, plus quoi. Ça reste quelque chose qu'il faut mettre en pratique. Mais 4 jours, c'est intéressant de se dire en 4 jours, je peux avoir une base suffisante de structure pour travailler sur moi, peut-être jusqu'à la fin de ma vie. Sans même parler de dire je vais faire l'ultra ou je vais faire autre chose. Juste me dire, avec les 4 jours de base, 4 jours. Et ça, je trouve que c'est assez génial. Tu vois, je ne sais pas si, à force d'en parler, pour nous, c'est normal. Mais quand on y pense, 4 jours, c'est vraiment rien. Combien il y a de systèmes où on apprend en 4 jours? Tu connais beaucoup de systèmes de développement personnel, de travail sur soi qui disent Non, 4 jours. pas du tout. Non, non. Hein. À moins qu'il prend juste une toute petite partie, justement. Mais c'est ça, la méthode Silva, il a euh, la profondeur de la méditation, il a la pensée positive, la visualisation, l'intuition, l'apprentissage, la mémoire, le fixer des buts. Mais chacun de ces sujets pour répondre 4 jours, justement, dans un autre séminaire. Mmh. Mais non, c'est vraiment, c'est très dense. Mais j'ai surtout ce problème avec les Français, je dois dire, parce que dans l'éducation française, qui est vraiment basée beaucoup sur il faut vraiment bosser pour devenir un intellectuel, que quand je raconte une technique, et effectivement, je prends du temps pour l'expliquer, mais la technique en elle-même, je peux l'expliquer en 1 minute. Et les Mmh. gens me disent, mais comment ça peut être fonctionner? C'est presque trop simple. Et je dois dire, et, il y a un dicton, n'est-ce pas? Pourquoi faire simple quand on peut faire Bien sûr, compliqué? Et ça, bien c'est sûr. très français. Est-ce que tu penses, avec l'expérience comme ça, que c'est parce que nous, on est davantage des thinkers, les Français, et que les Anglo-Saxons, vous êtes davantage des doers? Oui, Est-ce que tu as cette sensation-là? Parce que tu ouais, vois, ouais. nous, je sais qu'on aime ça. Et moi, le premier, hein, j'adore me prendre la tête sur le truc. J'adore. Moi, je suis assez rapidement doueur, donc je mets très vite en action. Mais j'adore, a posteriori, bah, c'est ce que je fais avec la méthode là, tu vois. C'est ce qu'on fait depuis novembre. Ouais, C'est, ouais. j'adore revenir et me dire, ouais, mais attends, il y a peut-être des choses que j'ai pas Oui. compris. J'ai expérimenté, et puis Lee, elle a expérimenté autre chose, et puis j'ai pas vécu la même chose. Bah tiens, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris et tout. Et c'est ça que je trouve sympa. Mais effectivement, on a cette culture de penser. Alors, j'exagère le terme, mais c'est très cartésien, la notion de la pensée comme étant quelque chose d'important, de structurel, de structuré. Et c'est vrai que l'image un petit peu qu'on a des Américains, alors nous en plus on stéréotype méchant en France, mais tu sais, c'est un peu le Texan, le redneck tu vois, c'est rien à battre, j'ai mon fusil, j'avance, et puis cette notion, on a rarement les New-Yorkais en tête. Tu vois, quand tu parles des Américains, pour un Français, tu as rarement un New-Yorkais en tête. Tu as plutôt un mec, un doueur, quoi, un mec de la terre, un mec qui est ici, qui est présent. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que, regarde, il est texan. Oui. Euh, euh, bon, après, il a une culture qui fait que il était dans une situation où il devait faire aussi. Hein, quand on a parlé de sa biographie, on sait très bien que il y avait besoin d'argent, il y a eu plus le père, etc. Mais cette notion de doueur est très valorisée aux États-Unis, alors que chez nous, c'est un petit peu. Il faut être un intellectuel pour valoriser. D'ailleurs, on a beaucoup de mal dans le monde de l'entreprise quand tu as quelqu'un qui est un jeune qui est très, très, très doué par ses mains, qui est très, très doué dans le faire. On va dire oui, mais tu n'as pas fait d'études. Oui, mais c'est pas bien. Alors, ça change un peu aujourd'hui, heureusement, mais on l'a encore cet état d'esprit. Et c'est vrai que cette notion d'enseigner quelque chose qui est à faire, et d'ailleurs, c'est ce que tu dis à chaque fois, hein, appliquer, mettez en place, tester ce soir, le réveil, tester ce soir, le verre d'eau, tester ce soir. Bah, parfois, c'est un peu compliqué. Les gens, ils vont dire j'attends les 4 jours et je verrai au bout des 4 jours. Tu vois, c'est assez intéressant. Tu as ressenti ça, ouais, donc beaucoup avec les Français. Est-ce que tu as d'autres cultures, tu as l'impression qu'ils sont plus thinkers? Est-ce que nos copains belges, ils sont plus thinkers ou doers pour toi? Là, je te mets une colle. Et nos Oh, copains suisses, tiens. je connais vraiment pas ça. De toute façon, je connaissais pas les Belges avant que j'ai entendu beaucoup de blagues belges des Français. Donc, Oui, j'ai bah oui. déjà idée en tête que c'était pas du tout des penseurs. Ouais. Bon.
Et, mais par rapport aux doers, c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus les Américains que les Anglais. Parce que les Anglais, en dépit du Brexit, sont quand même partie de l'Europe. Ils ont une très ancienne histoire. Ouais. Pendant que les Américains, comme les Australiens, hein, et nous, Ouais. on est maintenant plus jeunes, ils sont arrivés dans un pays où on n'avait pas le temps de s'asseoir et réfléchir. Il fallait passer tout de suite à l'action pour survivre, quoi. Ouais. Donc, je crois que ça, c'est toujours là un peu aujourd'hui. Ouais, Et, et puisque j'ai fait toutes mes études d'hypnose aux États-Unis, mm, euh, j'ai trouvé, en fait, il y avait une niche pour moi en France pour les gens qui avaient marre de faire des cours en hypnose qui duraient des mois et des mois, mm, qui sortaient n'ayant jamais rien pratiqué. mm. Donc, et voilà. Donc, parce que là, on passe tout de suite à l'action, on commence à pratiquer l'hypnose le premier jour. Et moi, je trouve ça normal. Oui. Mais Oui, alors que tu vois, un des points qui est intéressant. Donc, Lee, elle donne des cours d'hypnose et son cours de base, c'est hypnovision. Donc, on vous a déjà parlé de Burt Goldman qui était un instructeur Silva et qui a fait plein de choses. Et il a développé hypnovision. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'hypnovision, pareil, c'est 4 ou 5 jours. Je ne sais plus, c'est 5 jours en France? en France, hypnoversion, c'est 4 jours. 4 jours. Et après, on fait le reste du syllabus NGH. Ce qui est intéressant, et Ce ça qu'ils étonne faisaient aux parfois les gens, États-Unis, là, oui, c'était 5 jours parce que c'était 5 jours aux US, ouais, je me souviens. Il y a cette notion très rapide à aller droit au but, c'est-à-dire que les gens apprennent les inductions rapides, apprennent des choses, des phénomènes hypnotiques. C'est vraiment très basé, très concret. Et c'est vrai oui, que beaucoup de personnes sont un peu étonnées quand ils viennent d'autres obédiences à se dire ah ouais, on apprend autant de choses. Alors oui, il y a moins de théorie, il y a moins d'explications, il y a moins de choses, mais ça va davantage dans la pratique. Donc effectivement, il y a c'est ce côté doueur américain qui est quand même très très présent. mmh. Euh, alors, une question qui m'est venue, c'est Oui. comment tu deviens traîneur? Comment tu deviens enseignante des futurs instructeurs? Heu, alors en fait, ça a changé beaucoup dans le temps. Pendant très, très longtemps, et il fallait carrément aller aux États-Unis pour le faire et Ok. il fallait le faire en anglais. Ouais, Heu, Comme en fait, pour être trainer pour la National Guild aussi. ouais, ouais, bien sûr. La seule formation au départ était et puis, quand même aujourd'hui, ils sont beaucoup plus ouverts. Donc toute personne qui est directeur de son propre pays, comme moi je Mhm. suis directrice en France, a le droit de former ses propres instructeurs. OK? Donc, c'est pour ça moi j'ai fait maintenant 2 formations en France en français pour ça, et j'ai aussi quand même fait, 2 formations maintenant en Angleterre parce qu'on m'a bon, c'était un peu complexe et c'est dans l'histoire et tout ça, mais pendant très longtemps aux États-Unis, on faisait plus le BLS, le cours de base original comme José l'avait fait. Alors, récemment, Silver International a dit: «Mais nous, on aimerait pouvoir quand même offrir aussi le cours de base, mais il n'y a plus personne qui forme les instructeurs». Donc moi, j'ai été nommée quand même, heu Mhm. train the trainer pour le cours de base, pas pour le SLSSIT, partout dans le monde, mais uniquement quand le directeur du pays, heu, ne voulait pas enseigner lui-même, ce qui est le cas pardon, en Angleterre, ou bien quand c'est un pays comme la Chine où il n'y a pas de directeur. Donc, Mhm. et voilà, donc il faut quelqu'un qui est prêt à former. Donc voilà, D'accord. moi, Et, c'est et, moi pour le moment, mais Et la semaine dernière, on disait quoi? C'était une question que je voulais un petit peu que les gens comprennent. Euh, on s'était resté à un instructeur, mais donc au-dessus d'instructeur, au-dessus. Comme je vous ai dit la semaine passée, c'est pas une notion pyramidale dans l'idée, mais celui qui gère des instructeurs se nomme directeur. oui. Comment arrive-t-on à directeur? J'avais même une question. Est-ce que Michael a été directeur à un Oui, moment? on En était tous les Angleterre, hein? 2 directeurs, au départ de la moitié de la France, Paris, et toute la moitié nord, parce qu'en même temps, il y avait déjà un instructeur
qui avait un directeur, mais le directeur, il était parti. On n'avait plus personne à Paris. Michael et moi, on fait la formation. Donc, elle a décidé sur le coup de couper la France en deux, régions avec un directeur chacun. D'accord. Voilà. Et alors, donc, comment ça s'organise? Donc, il y a les diplômés Silva. Oui. Après, il y a des instructeurs Oui. où on sait qu'il faut un certain nombre de cours. Donc, Oui. c'est 5 cours à faire Oui. plus l'ensemble du processus de formation. Et donc, directeur, est-ce que, Silva International a des prérequis, je ne sais pas, de temps d'années ou tant d'instructeurs que tu as fait? C'est quoi un petit peu comment quelqu'un devient directeur? Après, on pourra parler de toi plus spécifiquement, mais de façon générale, c'est quoi la théorie de Silva International par rapport à ça? Bon, alors déjà, Silva International, c'est le directeur des directeurs. Hein, c'est donc, ça. c'est le top niveau, quoi. OK? Exactement. Le haut du pyramide. Voilà, D'accord? exactement. Bon. Donc, un directeur doit quand même avoir au moins un instructeur. Si tu es le seul instructeur dans un pays, tu ne peux pas être directeur du pays parce que tu as justement, Silva International, c'est le directeur. Alors, si tu as plusieurs instructeurs, là, effectivement, tu vas dire. Mais il y a des pays comme, pour le moment, la Pologne, il y a 3 instructeurs, mais il n'y a pas de directeur parce que le directeur est parti. Et on a considéré que chacun des instructeurs ou n'était pas prêt ou ne voulait pas prendre la responsabilité. Donc, tu as un pays où il y a 3 instructeurs et leur directeur, c'est Silva International. Donc, ça dépend du pays. Mais la plupart des pays en Europe ont un directeur Silva. Et nous, on avait justement chaque année une colloque et on se rassemblait et c'était vraiment chouette. C'était Venise, c'était Paris, bien sûr, on a organisé nous-mêmes, c'était les îles de Grèce, etc. Donc, Hongrie et tout ça. Et on est devenus vraiment de très bons amis avec d'autres directeurs. Et quand les, les réunions physiques ont dû arrêter à cause du pandémique, on a commencé à avoir régulièrement des réunions Zoom et tout ça. Donc, on a justement, on a tous un peu gardé le contact et c'est intéressant, c'est très intéressant parce que chacun a sa propre modalité de justement organiser dans son propre pays et on compare et c'est chouette, c'est vraiment chouette. On en avait parlé un petit peu pendant le séminaire, mais ce que je disais, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de colloque Silva. Avant, il y avait un Oui, colloque oui, Silva une fois par an oui. à l'Aredo. Et tout le monde pouvait y aller ou c'était que les directeurs ou n'importe qui pouvait s'y Non, rendre? non, tout le Tout le monde? monde, ou bien normalement tous les diplômés quand même. Oui, c'est Oui, ça, oui, tous oui. les diplômés. Donc, il y avait normalement la colloque avait avant et après, comme on fait dans la National Guild aussi, en fait, Oui. euh, euh, une formation d'instructeur. Donc, nous, on allait régulièrement à la colloque et on répétait la formation d'instructeur aussi pour rencontrer les nouveaux et partager, et donner des petites mini-formations et tout ça. Donc, mais le week-end, c'était juste des présentations pour les diplômés. Il y avait des dizaines et c'était vraiment très chouette. Ouais, je Mais, vous partagerai une copie d'écran pour le groupe Silva. J'ai retrouvé des plannings dans les newsletters des colloques qu'ils faisaient à l'époque. oui, Et c'est oui, vrai que oui, c'était sympa. Hein, ça m'a rappelé un peu les réunions NGH, donc la oui, National oui, Guild of Hypnotists, où il y a plusieurs. On doit choisir un moment ou un autre où est-ce oui, qu'on va oui, aller, oui, oui, parce qu'il y a plusieurs speakers en même temps. oui, oui. Et alors, moi, là, ce que je t'avais posé comme question, et tu m'as dit, bon, là, avec la pandémie, puis là, malheureusement, avec ce qui se passe avec nos copains à l'Est, c'est compliqué. Mais est-ce qu'il y a déjà eu un espèce de colloque européen de justement, comme à l'Aredo, juste en Europe? Est-ce que ça s'est déjà fait ou ça a déjà été pensé ou est-ce que c'est quelque chose qui serait faisable à un moment ou à un autre? Regrouper, pareil, hein, En à fait, de ce que Paris. j'ai compris, les premières soi-disant réunions de directeurs étaient beaucoup plus ouvertes au public et on D'accord. avait des présentations ouvertes au public, etc. Donc, c'était
de ce que j'ai compris, c'était un peu moitié-moitié quand même. Il y avait certains où beaucoup d'activités pour le public et puis un tout petit peu pour les directeurs à la fin. Et puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus une réunion juste pour les directeurs. Mais et les directeurs, en fait, ont toujours invité leur propre stagiaire de venir à la colloque parce qu'il y avait des présentations intéressantes, etc. Donc, c'était plutôt sous l'invitation de chaque directeur, de ce que j'ai compris. Mais c'était quand même ouvert aux diplômés. Il y avait beaucoup de gens et on a invité des gens, je me rappelle, par exemple, le jour avant une colloque, on avait invité Rosa Rivas et il y avait plusieurs centaines de personnes dans le public pour l'écouter. Et tu penses que ça, si on le propose à Sylvain International, dire bon, bah, je sais pas, à Paris, Londres, on s'en fiche, hein, Bruxelles, on organise un truc pendant 4 jours, un colloque Sylva, tu crois que eux, ils seraient OK pour dire bon, bah ouais, en Europe, il y aura le colloque Sylva, peut-être tous les 2 ans ou 3 ans, mais un truc comme ça, tu penses, toi, connaissant aujourd'hui le système, que c'est quelque chose qui serait jouable, quoi, possible. Bien sûr, hein, on met de côté le côté pandémique, etc. Mais tu penses, parce que ça, je pense, ça peut être sympa, rencontrer des diplômés d'autres pays, papoter, quoi, faire comme ce qu'on fait à Boston, hein, quoi, dans le Massachusetts. C'est génial, il y a un moment sympa, c'est de l'échange, il y a des moments où tu vas même pas voir un speaker, tu bois un verre avec un gars que tu connais pas, mais qui est super sympa, et c'est hyper agréable. Une convention Sylvain. Oui, Tu penses que ça serait organisable avec Sylvain International? je ne crois pas qu'il y aura de problème avec Sylva International. Par contre, je crois qu'ils seront très contents Hmm. de voir un peu plus d'activité et intérêt pour les diplômés, oui. Je- Yes. Bon, bah alors, vous gardez ça au coin de la tête. Moi, je l'ai en oui, tête. absolument. Oui, oui, J'aimerais bien. Moi, c'est vraiment quelque chose que oui, je pense qui peut être sympa, surtout que c'est oui. une bonne ambiance, etc. Donc, Bah, et où il y peut-être aurait l'année vraiment. prochaine quand même, parce qu'il y a toujours des traces de pandémique. Ouais, Et même si les choses commencent à s'ouvrir, les gens ont toujours peur. Hein. c'est ça. Il y a les cours en présentiel. Je croyais qu'on aurait une grande foule parce que tout le monde voulait le faire, mais en fait, non, ils ne sont pas encore habitués à l'idée de vraiment venir en place. Mais Ouais, et pense, hein, nous, on va plus avoir le masque et les passes sanitaires à partir de la semaine prochaine, hein, en et France. c'est sûr, C'est sûr, ouais, ouais, ouais. Là, oui, c'est acté. Et à partir oui, du parce 4. que j'ai entendu à plusieurs reprises que ça va venir, mais je n'étais pas sûre que c'était vraiment passé et c'était la loi. OK, Non, non, la c'est le semaine 14. prochaine, c'est Ouais, la c'est semaine de ça. liberté. C'est ça. Ouais. Ok, alors, est-ce que tu as des choses que tu veux dire encore sur un peu l'organisation pour que les gens comprennent un peu Sylva? On a compris que donc, bon, il y a les graduates, quoi, il y a les apprenants qui deviennent des graduates. Les Oui, graduates, ils peuvent potentiellement devenir instructeurs s'ils le souhaitent. Éventuellement, quand il y a un besoin dans le pays et qu'il y a suffisamment d'expérience et que les personnes ont fait la formation, elles peuvent devenir potentiellement directeurs, c'est ça? oui, Mais il y a un directeur par pays la plupart du temps, donc c'est pas un truc qui se bat. À savoir que Lee m'expliquait que c'est quand même beaucoup d'administratif en fait. Hein. C'est beaucoup de reports, de trucs. Ouais, c'est de l'administratif, donc c'est pas forcément là où tu apprends le plus en termes de Sylvain en tant que tel. Et après, bah, y a l'international. Il y a des choses que tu veux rajouter par rapport cette cartographie de. Jusque, juste comme chaque directeur est responsable pour son propre pays, ou Ouais. quelquefois même un groupe de pays, D'accord. chaque instructeur est responsable pour un territoire géographique. Exact, exact. Alors ça, c'est intéressant. On va y passer une minute ou deux. Après, je mettrai off et je reprendrai parce que maintenant, on a capté que sur Jitsi, ils nous enlevaient au bout d'une heure. Ouais, ça, c'est intéressant. Pour les personnes qui veulent être instructeurs, on en a parlé un peu la semaine dernière, mais c'est quand même important à prendre en tête. J'ai même plus si on en a parlé la semaine dernière. Mais en tout cas, c'est sectorisé. Donc ça, c'est quand même intéressant. Par exemple, moi, je suis en Île-de-France. Lee, elle donne ses cours en Île-de-France. Moi, je n'ai pas le droit de donner des cours en Île-de-France. Je dois partir au moins à 100 km, c'est ça? Oui, C'était, ouais, oui, c'est ça, c'est oui, 100 km. 100 kilomètres. C'est-à-dire que je devrais donner, je ne sais pas, en Normandie ou sur la côte, hein, mais s'il n'y a pas d'instructeur déjà dans la zone. Oui, Donc, ça, c'est bien parce qu'au moins, il y a une espèce de protection.
dans le marketing, il y a un truc qui s'appelle le cannibalisme. Et souvent, on donnait l'exemple dans les fast-food ou les McDonald's, il y en a partout, et au bout d'un moment, ils se mangent entre eux et ils mangent la clientèle de l'autre McDo, et ce qui fait que le gars qui a un point d'investissement, il perd tout. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est par secteur. Sauf que plus tu arrives tard sur l'instructorat, plus il y a déjà des gens en place, et donc automatiquement, il se peut que tu ailles donner les cours, je sais pas, dans la Creuse où il n'y a personne à un moment donné, et c'est peut-être à 2 heures de chez toi. Ça c'est quand même assez intéressant à prendre en compte, et c'est un élément à prendre aussi en compte quand la personne dit tiens, j'ai envie d'être instructeur. Tu peux être instructeur, néanmoins, c'est pas dit que tu seras instructeur dans ta zone. Et ça, je pense que c'est un élément important pour les gens. Oui, alors, il y a bien sûr des pour et des contre, mais ce n'est pas moi qui l'ai décidé, ça a été une politique Sylva depuis le départ, parce qu'on voulait éviter la concurrence entre 2 instructeurs dans la même région. Et c'est totalement différent, bien sûr, si on a des instructeurs PNL ou hypnotiseurs, etc. On s'établit et c'est fini. Et tant pis s'il y a d'autres personnes déjà dans le domaine. Mais voilà, c'est comme ça. Ce qui était frustrant pour moi, quand j'avais une formation instructeur, parce que j'avais 3 candidats de la même ville. Et j'avais d'autres régions des grandes villes qui n'étaient pas du tout servies. Donc, mais on s'est organisé, ils ont tous eu quand même des régions dans proximité. Donc ça, c'est un élément intéressant. Et pour revenir à Daniel, là, il a la Chine. Donc imaginez, le mec, il a un secteur de 1,3 milliard de personnes potentielles. Il a la Chine. Alors ça, on a beaucoup ri avec ça, parce que nous, on se dit, ah ouais, mais non, tu peux pas être en Île-de-France, tu peux pas être en région de Toulouse. Tu me disais qu'à Toulouse, ils sont 3. Il y a 3 instructeurs du côté de Toulouse, c'est ça? Oui. Mais là-bas, lui, il a le pays entier, aujourd'hui, possiblement. Et en plus, Daniel… Et c'est pareil pour Akhtar. Heureusement, Akhtar, il habite dans une région où il n'y a pas déjà un instructeur, mais il aurait pu se trouver justement aussi avec l'obligation de voyager pour donner des cours. Exactement. Ouais, non, mais ça c'est un élément, je trouve qui est bien pensé, mais c'est sûr que ça peut ralentir certaines personnes à se dire, ah, j'aimerais bien être instructeur. Ah bah oui, mais je peux pas parce qu'il va falloir… Quoi, je peux pas. Je peux, mais les contraintes que ça va me créer peuvent parfois ne pas correspondre à ce que les personnes veulent par rapport à ça. Ça, je trouve que c'est intéressant. Yes, donc on va s'arrêter là pour cette première demi-heure, et après on va rebondir à nouveau sur plein de choses. J'ai plein de questions et plein de choses à dire. Donc à tout de suite sur la partie 2. Vous, ça sera demain en l'occurrence. Allez.